Est-ce que je qui peux va nous... avoir- Je vais vous parler un petit peu de choses qui vont être faites autour de scikit-learn. Donc, on a entendu un petit peu parler de scikit-learn, mais je vais d'abord commencer par un petit peu vous donner un petit peu d'où on vient. Prochain transparent, s'il vous plaît. Donc, juste pour situer les choses, bon, on a été créé il y a un petit peu plus de 10 ans à Inria. Quelques chiffres qui peuvent être intéressants. On a en gros 1 million de personnes qui nous utilisent régulièrement. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a 33 millions de téléchargements par mois. Donc, un téléchargement, une personne, c'est pas forcément la même chose, hein, mais ça donne un petit peu l'ampleur. On est cité 57 000 fois et on a à peu près, enfin ça c'était des chiffres qui datent d'il y a quelques temps, mais on a à peu près 2 tiers des utilisateurs qui viennent de l'industrie et 1 tiers qui viennent du monde académique. Donc voilà, donc on est extrêmement utilisé, c'est une volonté, mais c'est aussi une responsabilité. Quand on fait un choix, il impacte énormément de monde. Prochain transparent. Donc en termes de comment est-ce qu'on se situe, donc ça c'est toujours difficile à savoir à quel point est-ce qu'on est bien utilisé, pourquoi, comment, etc. Toujours est-il que sur les enquêtes, on apparaît assez régulièrement comme l'outil le plus utilisé, assez loin au-dessus des autres outils. Hein. Prochain transparent. En termes de, peut-être en termes de ce que c'est qu'un de nos utilisateurs, peut-être que je devrais dire que nous, on s'intéresse à l'intelligence artificielle dans son sens science des données. On pourrait parler pendant très longtemps de quelles sont les frontières des domaines, ce n'est pas forcément ça qui nous intéresse. Et donc, quand on regarde ce que les utilisateurs qui se définissent comme data scientists traitent comme données, donc ça, c'est un sondage qui a été fait, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, c'est un acteur de la communication, de la science des données assez important qui a fait ce sondage. Et il a demandé quel est le plus gros volume de données que vous avez traité. C'est le plus gros volume de données que les gens ont jamais traité de leur vie. Et ça, c'est la distribution de réponses. Donc, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens ont en fait traité des volumes de données pas absolument gigantesques. Hein. Le mode, il est aux alentours un petit peu moins que la dizaine de gigas. Après, il y a une très longue queue et on voit un phénomène de censure. Hein. On voit que il y a de ce côté-là, il y a des gens qui traitent des données gigantesques. Voilà. Prochain transparent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'évolue pas avec le temps. Quand ce même sondage a été fait année après année, en fait, les gens de la vie de tous les jours ne traitent pas des volumes de données plus grands. Prochain transparent. Donc après, quels outils ils utilisent? Donc là, malheureusement, je n'ai pas l'évolution au cours du temps, mais donc ça c'est les modèles que les gens ont utilisés. C'est assez intéressant en fait de voir. On voit qu'il y a vraiment un mélange pêle-mêle de choses. Et on voit que l'outil le plus utilisé, c'est la régression linéaire. Moi, ça colle quand même pas mal avec... je vois pas pourquoi on devrait rire. Moi, je m'intéresse à des problèmes de santé, je m'intéresse à des problèmes de société. Et c'est pas du tout aberrant en fait d'utiliser ce genre d'outil. Et puis, en fait, faire une régression linéaire qui est bien faite, qui converge bien dans toutes les situations, etc., ben, c'est pas si facile que ça. Et il y a encore de la recherche actuellement qui travaille là-dessus. Oui, et puis voilà, bon, c'est assez intéressant, ce genre de... Donc, on voit vraiment un mélange. Donc, ce que je devrais dire, c'est que scikit-learn ne fait pas de l'apprentissage profond. C'est un choix qu'on a fait il y a longtemps pour plusieurs raisons. Il y en a un, c'est qu'on considère que c'est des compromis technologiques différents. Et je pense que l'avenir nous a donné raison. Hein. Et l'autre, on en reparlera, mais c'est qu'on cherche à simplifier à mort les choses. On veut s'intéresser à des gens qui sont par exemple des acteurs de la santé publique ou des acteurs du marketing dans une compagnie. Et je ne pense pas qu'on ne peut simplifier l'apprentissage d'un réseau profond. En tout cas, pas suffisamment. Prochain transparent. Et donc justement, donc parmi les gens à qui on parle à des actuaires, des gens qui s'intéressent à la banque et à l'assurance. Pourquoi est-ce qu'on leur parle? Parce qu'ils nous filent de l'argent en tant que mécènes. On s'est intéressé un petit peu aux problèmes qu'ils avaient. Et il y a d'autres personnes qui se sont intéressées aux problèmes qu'ils avaient pour utiliser les données. Et donc, il y a un rapport assez intéressant d'il y a 2 ans qui nous dit qu'au final, c'est quoi les problèmes? Le problème numéro 1, c'est la compétence des gens. Le problème numéro 2, c'est un problème d'infrastructure. Et le problème numéro 3, c'est l'accès aux données et aux données de qualité.
Donc c'est un petit peu là-dessus dont on part. C'est un peu ceci est le genre de problème que les gens à qui on parle doivent faire face, et comment est-ce qu'on peut y répondre. Prochain transparent. Donc les applications, il y en a des tonnes, mais notre but vraiment c'est de simplifier l'apprentissage statistique pour des questions de sens des données. Et donc on a une vraie volonté en fait de démocratisation. Donc en gros de faire de partir des algorithmes qui sont les plus difficiles à mal utiliser, de faire qu'ils convergent vraiment bien, qu'ils nous donnent des warnings quand ils ne convergent pas, etc. De se focaliser sur la facilité d'utilisation, l'installation, la documentation. On s'ancre à mort dans la communauté Python. Alors c'est un pari qu'on a fait il y a 15 ans. À l'époque, on nous disait que c'était un mauvais choix. Bon, l'histoire a prouvé le contraire. Et puis aussi, on est très très ancré sur un développement logiciel libre et communautaire. Donc en gros, les décisions sont prises d'une façon assez collégiale. Prochain transparent. Voilà, donc maintenant, ça c'était le passé. Maintenant, je vais vous parler du futur et de la stratégie d'accélération, et entre autres d'une lettre de mission que nous avons reçue sur des projets de commun, et je pense que le mot commun est important, ce n'est pas mes mots, pour la science des données. Donc ça, c'est le cadre. Et donc la lettre de mission stipule qu'on doit s'intéresser au développement et à la maintenance à l'état de l'art d'un ensemble de logiciels ouverts couvrant l'intégralité du cycle de la donnée. C'est ce genre de problème qu'on a. Et c'est dans ce genre de problème qu'on va s'investir. Prochain transparent. Donc il y a 3 volets techniques. Le lot 1 qui est sur l'interopérabilité des données, qui est mené par Fabien Gandon, donc de INRIA Nice Sophia Antipolis, et qui est autour de questions d'architecture distribuée, de publication et d'échange des données, donc basées sur des standards du web. Donc ça, c'est les termes qui sont utilisés. Et en gros, on va vers des notions de web sémantique, de linked open data, ce genre de choses, donc de description des données. Lot 2, qui pour moi est le lot le plus ouvert, qui est un lot de mise en forme et d'intégration des données. Donc en pratique, le lot 2, c'est un problème qui casse énormément les pieds aux data scientists au jour le jour. Faire des stats, c'est très marrant, mais il faut commencer par arriver à mettre les données dans les modèles, et c'est un gros problème. Donc on va parler d'outils d'import de données, de fusion de données à travers différentes sources. Si j'ai 20 hôpitaux, ils représentent tous les données de façon différente. Rien que pour faire une analyse à travers, j'ai besoin d'énormément de travail pour aligner les données. De vectorisation, de visualisation, et tout ça avec une finalité de modèle statistique, pas avec une finalité de mettre ça dans une base de données propre. Et le lot 3, que je connais le mieux, que je comprends le mieux, qui est le renforcement de scikit-learn. Et donc là, le but, c'est d'avoir une feuille de route un petit peu ambitieuse pour projeter cet outil dans l'avenir. Prochain transparent. Donc, pour le lot d'interopérabilité des données, qui est celui que je comprends le moins, le genre d'outils qui sont considérés sont des choses du genre le protocole solide pour bâtir des silos de données décentralisés qui se parlent, et beaucoup d'efforts de normalisation pour enrichir les standards et les ontologies pour l'échange des données. Prochain transparent. Pour le lot 2, donc on a fait un choix récent. Le lot 2, la question se posait de dans quelle pile technologique on allait, sur quelle pile technologique on allait s'appuyer. On a décidé de s'appuyer sur la pile technologique Python pour des questions de mise en œuvre, en fait, parce que on sait comment adresser les besoins de cette communauté, et puis les data scientists travaillent quand même beaucoup en Python, pas uniquement, mais c'est juste une question de réalisme vis-à-vis de nos équipes. Donc on va essayer de produire des outils dans cette pile technologique, et puis après on va vraiment essayer d'aller régler le plus possible les problèmes que les gens ont, avec un mélange d'outils qui vont être bêtes et méchants, juste des trucs qui marchent bien et qui font des choses comme des connexions à des sources de données, par exemple en détectant les formats ou en se connectant à différents stores de données, mais aussi des problèmes qui sont un petit peu plus, j'ai envie de dire, ouverts. Il y a une grande recherche en intégration des données, mais elle continue à progresser. L'intégration des données, c'est comment est-ce que je prends des données différentes qui viennent de silos différents et que je dépasse le fait que les choses ont été stockées avec des conventions légèrement différentes.
Et de ce côté-là, l'apprentissage statistique peut énormément aider à résoudre ce problème. On va avoir des problèmes assez triviaux, j'ai envie de dire, comme des problèmes de création de descripteurs à partir de tables. C'est pas de la recherche très amont, mais en pratique, il n'existe pas d'outils qui permettent de faire ça de façon confortable et efficace. Et puis même chose, toujours de la mise en production de trucs existants, des problèmes de vectorisation de données complexes tels que texte et images. Et là, pour ça, l'idée, c'est qu'on va non pas chercher à faire tourner de l'entraînement d'apprentissage profond, mais utiliser des modèles d'apprentissage profond. Donc vraiment l'idée de servir des modèles d'apprentissage profond existants et les rendre vraiment faciles à utiliser pour les gens qui assemblent ce genre de données. Prochain transparent. Et donc le lot 3, le renforcement de scikit-learn. Donc là, les axes envisagés sont un axe expérience utilisateur qui est quand même assez important puisqu'on revient sur le fait que l'une des difficultés dans la vie de tous les jours, c'est la compétence de l'utilisateur. Donc tout ce qu'on peut faire pour faire que l'utilisateur réponde mieux aux questions qui lui sont posées avec les outils, et ça c'est un problème qui est difficile parce que ce n'est pas uniquement un problème de logiciel, c'est aussi un problème de savoir détecter peut-être le fait que l'utilisateur a mal posé sa question, il va falloir remonter les biais potentiels dans les données, la validation de modèles qui est incorrecte à l'utilisateur. Donc on a un mélange, c'est un peu comme on fait cours. Quand on fait cours, on doit comprendre ce que un étudiant a compris et comment lui amener. Sauf que là, notre outil, c'est un logiciel qu'on donne dans les mains des gens et la documentation. Donc de l'explicabilité, interprétabilité des modèles. Alors moi, là, j'ai une difficulté, c'est que c'est un problème qui est assez mal posé. Et les problèmes mal posés en logiciel, on y répond mal. La performance de calcul, alors ça c'est un problème qui est bien posé, c'est un problème qui est dur. Donc on va aller jusqu'au GPU, jusqu'au calcul hors mémoire, ce qui nous connecte avec la distribution de calcul, que ce soit la parallélisation sur une machine, de nos jours, une machine assez classique, ça facile vainqueur, il faut bien les utiliser, et jusqu'à la parallélisation sur grille, sur cluster. 2 minutes, c'est ma dernière slide. Quelque chose qui nous est énormément de données. Oh, bon, bah. Non, mais je voulais juste quand même dire quelque chose qui nous est beaucoup demandé, c'est la mise en production des modèles. Et la mise en production des modèles, c'est-à-dire l'export des modèles et le monitoring des modèles. Donc ça, c'est peut-être le truc qui nous est vraiment le plus demandé par l'industrie. Voilà, bah, je vais terminer là. Vous avez le résumé des lots et puis je suis disponible aux pauses pour en parler. Merci.